60 millions de vues quand vous avez retiré votre voile sur un plateau télé. Je suis toujours surpris de recevoir des messages qui me félicitent, qui louent mon courage. Moi, je ne me trouve pas courageux, je vous le dis, hein, mes chers abonnés. Vous me dites, ouais, Jean-Luc, bravo, heureusement que c'est toi qui le dis, tu dénonces le RACISTE anti-blanc, tu dénonces ceci, tu dénonces cela. Grâce à toi, au moins, on a la force de s'exprimer et de reconnaître, voilà, tu dénonces ce qui se passe avec l'islam, tu dénonces, voilà, l'entrisme, ce qui se passe au Londonistan. Je vous ai raconté à Londres ce qui se passait. Mais en fait... Vous disiez par exemple que vous avez été programmé pour la soumission, vous avez été programmé pour haïr la France. Le seul pays... Ils l'ont tellement torturée qu'elle a perdu son enfant. Ils ont tué son mari. Ils ont tué tous les frères de son mari. Fait ça à des millions de familles iraniennes. Ce n'est pas la première fois que le peuple iranien se lève, mais c'est la première fois que c'est l'idée par des femmes. C'est ça la différence. Et ce sont des femmes qui peuvent avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans. Elles risquent leur vie. Vous avez grandi en France, c'est important de le souligner. Et c'est en France que vous avez été forcé à porter le niqab. Comment en êtes-vous arrivé là ? En fait, moi j'étais étudiante et puis à la fac j'ai choisi de porter le voile. C'était un libre choix puisque j'ai fréquenté des jeunes filles qui étaient converties à l'islam, qui étaient françaises de souche. Et c'était un groupe de filles très sympathiques que j'ai fréquenté et qui m'ont elles-mêmes poussé à pratiquer l'islam, donc à faire la prière, qui m'ont emmené à la mosquée et qui m'ont dit « il faut absolument porter le voile si tu veux être une bonne musulmane ». Vous avez une milice qui se balade dans les rues et qui vérifie si votre tenue est réglementaire. Et si votre tenue n'est pas réglementaire, ils vous arrêtent. Ils peuvent vous balancer de l'acide au visage aussi. Ils vous arrêtent et puis ils font ce qu'ils veulent de vous. Il y a quelques semaines, une jeune femme de 16 ans, Nika Shokarami, sort manifester pour ses droits. Elle disparaît, on n'a pas de nouvelles d'elle pendant une dizaine de jours. Sa famille la retrouve dans une morgue, un peu à l'écart. Ils l'avaient arrêtée, ils l'ont violée, ils l'ont tellement torturée qu'ils ont décidé de cacher leurs méfaits. La famille n'a pas eu le droit de voir entièrement son visage et son corps. Elle n'avait plus de nez. Le jeu du turban n'est pas une offense, c'est un acte révolutionnaire. Donc moi je souhaitais continuer mes études et j'ai accepté de porter le voile au mois d'avril. Et 3 mois plus tard, je partais en vacances en Tunisie pour mes vacances d'été. Je me suis retrouvée mariée du jour au lendemain avec un homme que j'avais vu 2 fois dans ma vie, que je connaissais pas et qui était salafiste. Et à partir mariage de là, forcé par votre mère qui avait subi la même histoire. Voilà, en fait ça a été un mariage qui a été imposé. On m'a mis beaucoup de pression pendant ces 2 mois de vacances. Et j'ai pas eu d'autre choix que d'accepter finalement parce que je pensais que j'avais pas d'autre issue et qu'il fallait faire plaisir, il fallait que je fasse plaisir à ma famille, que voilà, donc
je me suis retrouvée mariée, mais je m'attendais pas du tout à ce que j'allais vivre, parce que moi, je me suis retrouvée mariée avec un islamiste qui m'a aussitôt interdit de porter les petits voiles que je portais à la fac, qui m'a obligée à porter le djellab. C'est le grand voile noir qu'on porte en Arabie Saoudite. Par la suite, c'était le voile intégral. Et puis avec cet homme, j'ai eu 3 enfants. Et puis rapidement, donc à la maison, j'avais plus le droit de parler français, j'avais plus le droit d'écouter de la musique, j'avais plus le droit de regarder la télé. Je ne pouvais plus sortir seule. Il fallait son autorisation. Et encore, j'étais très surveillée. Donc je suis restée comme ça pendant presque 10 ans. Les Iraniens font la révolution pour leurs droits, pour leur liberté. Parce qu'aujourd'hui, les mollahs, ils te disent comment vivre, mais ils te disent aussi comment mourir. Jusqu'au jour où j'ai fini par craquer et je me suis enfuie avec mes 3 enfants. Alors vous allez nous raconter comment est-ce que vous avez réussi à vous enfuir avec vos 3 enfants. D'abord, comment ça s'est passé, cette emprise de la part de votre mari? Vous dites que vous avez été, dans une autre interview, je vous ai rencontré sur le plateau de Jean-Marc Morandini, vous disiez par exemple que vous avez été programmé pour la soumission, vous avez été programmé pour haïr la France. Contre là-bas, juste en faisant voler un turban, il risque de mourir. Faire tomber le turban d'un mollah, c'est faire tomber la dictature iranienne et son pouvoir oppressif. C'est faire tomber les assassins. Oui, c'était compliqué parce que moi, je suis issue d'un mariage, on dit mixte, parce que mes parents ils sont pas de la même origine. Mon père est d'origine, il est algérien, ma mère est tunisienne. Et puis ça a été un mariage forcé entre mes parents. Il faut savoir que mon père était harki, il avait choisi la France, il avait choisi l'Algérie française et il avait combattu aux côtés de l'armée française. Et c'était un grand amoureux de la France, de ses valeurs. Et donc le problème, c'est que ma mère, elle a été contrainte de quitter sa Tunisie natale. Elle ne voulait pas vivre en France, mais voilà, elle a subi un mariage forcé. Et j'ai grandi avec cette ambiance d'un père qui voulait que sa fille soit française et une mère qui ne supportait pas et qui voulait retourner dans son pays d'origine. Que vous disait votre mari? Eh ben, en fait, mon mari, lui, il avait un discours très haineux à l'égard de la France et des mécréants. Ce qu'on appelle les mécréants, c'est-à-dire les non-musulmans, que ce soit des juifs, des chrétiens. Alors, il était beaucoup dans la victimisation. Il disait que c'était un pays de racistes, que en fait, il fallait pas faire d'efforts pour s'intégrer, puisque quoi qu'on fasse, on réussirait jamais à plaire à ces Français-là qui nous rejettent, qui sont racistes, qui veulent pas de nous, et qu'il fallait qu'on s'impose. Et donc s'imposer, c'était porter l'uniforme salafiste, c'était porter la barbe pour un homme, et profiter du système en préparant sa hijra, c'est-à-dire son départ définitif, parce qu'en France, on ne pouvait pas vivre tranquillement sa religion. Et donc le projet, c'était de partir définitivement en Arabie Saoudite. Partir en Arabie Saoudite, et là, vous lui posez des questions qui vous emmène à ouvrir les yeux finalement. Oui. En fait, c'est mon instinct maternel qui m'a ouvert les yeux et qui m'a sauvée.
parce qu'en fait, un jour, au bout de 9 ans de mariage, je lui pose une question, je lui dis, mais est-ce que le djihad est obligatoire? Et là, il me dit oui. Quand je dis djihad, c'est la guerre sainte. Et je lui pose la question pour nos 2 garçons. Je lui dis, est-ce que nos 2 garçons devront faire le djihad? Il me dit, bien sûr. Il me dit, c'est un honneur et une fierté pour des parents d'avoir des enfants qui meurent au nom d'Allah en martyr. Et donc, il me dit, s'ils doivent aller, il m'a parlé de la Palestine, s'ils doivent aller en Palestine pour faire le djihad, ils iront. Moi, j'ai eu, à ce moment-là, je me sentais très mal et je lui dis, mais pourquoi toi, tu n'y vas pas si le djihad est obligatoire en Palestine? Et là, il a été très mal à l'aise, il était très embarrassé. Il m'a répondu, non, moi, je dois m'occuper de la famille, moi, je ne peux pas. Donc, en fait, je lui ai dit, mais ça ne te dérange pas d'envoyer tes enfants mourir au nom d'Allah, mais pour toi, ça te dérange. Et c'est là qu'en fait, ça a été comme un sort de déclic dans ma tête, parce que je me suis dit, c'est pas normal. Je n'ai pas porté mes enfants pendant 9 mois pour les envoyer mourir au nom d'Allah. Je ne veux pas que mes fils deviennent de la chair à canon. C'est pas possible. Et c'est mon amour pour mes enfants qui a fait que cette nuit-là, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Surtout qu'il avait prévu que notre fille porte le voile à 7 ans et qu'elle se marie à 14 ans. Il voulait la marier à 14 ans pour la préserver de cette société de mécréants. Que s'est-il passé cette nuit-là? Cette nuit-là, je me suis dit, j'ai cogité toute la nuit. Je me suis dit, je peux pas faire subir à ma fille ce que moi j'ai subi. Voilà, j'ai subi un mariage forcé, j'ai subi le voile imposé, et je ne voulais pas faire subir ça à ma fille. Et pour mes fils, c'était hors de question. Donc, pendant cette nuit-là, j'ai réfléchi à un moyen de m'enfuir, parce que je n'avais pas d'autre issue et je devais le faire en cachette, parce que j'étais très surveillée. Et mon ex-mari avait l'intention de nous installer en Arabie Saoudite. Donc, j'ai réussi à préparer ma fuite. Et un matin, je suis partie, un matin de juin 2006. J'ai pris mes 3 enfants et j'ai pris un taxi, j'ai pris quelques valises et j'ai quitté le domicile familial pour Rouen, ma ville natale. Depuis, vous êtes menacée de mort parce que vous témoignez, parce que vous dites que justement le voile n'est pas qu'un bout de tissu. Vous êtes menacée pour ça. Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a beaucoup interpellée. Vous avez dit aussi dans un de vos témoignages que vous avez eu ce libre arbitre pour poser des questions à votre mari. Grâce à quoi? Ça, c'est grâce à l'école. Grâce à l'école. C'est l'école de la République qui m'a permis de développer mon esprit critique. Et c'est ce qui a dérangé mon ex-mari pendant toutes ces années. À chaque fois, je lui posais des questions. Il me disait, tu ne dois pas poser des questions. C'est écrit dans le Coran, c'est écrit dans les hadiths. Et en fait, c'est l'école, le fait de lire, parce que moi, j'étais une grande lectrice. J'adorais lire à l'école. J'adorais les cours d'éducation civique, l'histoire. Et finalement, c'est grâce à ça que j'ai pu développer mon esprit critique et comprendre que, en fait, cette doctrine que mon mari prônait, que mon ex-mari prônait, c'était dangereux. Dernière question, un mot. Des femmes vous regardent, des femmes qui portent le voile. Que leur conseillez-vous s'il faut avoir un conseil? Je leur conseille de bien réfléchir et surtout qu'elles prennent conscience qu'il y a une vraie différence entre l'islam et l'islamisme. Parce que dans l'islam, la femme n'est pas obligée de porter le voile. Par contre, dans l'islamisme, c'est une obligation et l'islamisme, c'est une doctrine qui soumet les femmes et qui veut imposer sa loi. Merci Anda Yari d'avoir été avec nous. Merci.